Voici notre Soleil, notre système solaire. Jusqu'à l'orbite de Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. Et voici l'héliopause, qui marque la limite du vent solaire et le début de l'espace interstellaire. Et cette chose gigantesque est le trou noir supermassif, connu sous le nom de TON 618. Il fait environ 40 milliards de fois la masse de notre Soleil. Et si vous pensez que c'est énorme, détrompez-vous. Car voilà Phénix A, un trou noir absolument colossal, 100 milliards de fois plus massif que notre Soleil. Alors, que se passerait-il si ces deux monstres entraient en collision? Dans cette vidéo, nous allons faire s'entrechoquer des objets gigantesques. Mais pourquoi se limiter à deux trous noirs gargantuesques quand on peut faire pareil avec les étoiles les plus massives, les plus grandes planètes et même deux galaxies? Ça va être explosif. Commençons par les trous noirs. Bon, pour vraiment comprendre ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements quand des trous noirs entrent en collision, il faut d'abord saisir à quel point ils sont immenses. À l'extrémité la plus petite de l'échelle se trouvent les trous noirs de masse stellaire. Ce sont les vestiges d'étoiles géantes qui ont brûlé tout leur hydrogène et leur hélium et se sont effondrés sur elles-mêmes. Leurs corps d'une densité inéluctable engloutissent tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière. Un trou noir de masse stellaire peut être plus petit que la Lune, mais 100 fois plus massif. À l'autre extrémité de l'échelle, on trouve les trous noirs supermassifs qui se cachent au centre de la plupart des galaxies. Pour vous donner une idée plus précise de leur taille, comparons notre Soleil à l'un des plus petits trous noirs supermassifs qui existent, J1601 plus 3113. Il semble avoir à peu près le même diamètre que le Soleil, mais ce petit gars est 100 000 fois plus massif. Si nous voyagions jusqu'à la galaxie du compas, Circinus, nous trouverions un trou noir pesant plus d'1 million de soleils. Et pourtant, il tiendrait à peine entre les orbites de Vénus et de la Terre. Plus près de chez nous, au milieu de notre propre Voie lactée, se trouve Sagittarius A, avec une masse de 4,3 millions de soleils. Vous avez compris l'idée, les trous noirs sont énormes. Mais tous ces objets célestes sont insignifiants comparés aux trous noirs situés au centre de Cygnus A, la source d'ondes radio la plus puissante de l'univers. Il éclipse tout notre système solaire, générant des quantités incroyables d'énergie tout en consommant des volumes infinis de matière spatiale. Ce monstre pèse plus de 2 milliards de soleils. Et pourtant, ce n'est toujours pas le plus grand. M87, le premier trou noir à avoir été directement photographié, a une masse supérieure à 5 milliards de soleils. Et ils ne sont malgré tout que des insectes comparés à TON 618, un trou noir supermassif si colossal qu'il engloutirait notre système solaire au-delà des confins inexplorés du nuage d'Oort. TON 618 a une masse dépassant 66 milliards de soleils. On pourrait penser qu'il s'agit du champion incontesté, le détenteur du titre des poids lourds. Mais ce n'est pas le cas, car les scientifiques ont découvert Phénix A, à environ 8 milliards d'années-lumière de nous. Cette chose est ancestrale. Des trous noirs de cette taille ne sont pas apparus simplement parce qu'une étoile a manqué d'hélium le mois dernier. Des objets célestes comme celui-ci pourraient être primordiaux, parmi les tout premiers trous noirs formés après le Big Bang. Et il grandit, dévorant chaque semaine l'équivalent de la masse d'un soleil entier. Alors, que se passerait-il si TON 618 percutait le trou noir au centre de Phénix A? Eh bien, cela provoquerait des ondulations dans l'espace-temps. Mais n'imaginez pas leur collision comme un accident de voiture. Ce serait plutôt une danse.
Placez ces deux léviathans dans la même galaxie et ils commenceraient à tourner lentement l'un autour de l'autre. Pendant des millions d'années, ils se rapprocheraient en spirale, attirés par la puissance indéniable de la gravité. Deux singularités qui, une fois qu'elles ont dépassé un certain point, sont liées l'une à l'autre pour l'éternité. Ils tomberaient dans une orbite de plus en plus serrée jusqu'à être infiniment proches et pourtant infiniment éloignés. Ils pourraient continuer ainsi pendant des éons. Puis, ils atteindraient une distance critique. Les trous noirs commenceraient à se déformer mutuellement. Pendant un instant, ils ne seraient plus des trous noirs. Ils seraient deux vides informes, se transformant, s'étirant l'un vers l'autre dans le vide de l'espace. Et après des millénaires, lorsqu'ils se toucheraient enfin, la connexion tant attendue se produirait rapidement. Et là, un incalculable cosmique plop. C'est ça, un plop. Alors que deux des plus grands objets de l'univers fusionnent en un seul. Un trou noir supermassif stupéfiant, plus grand et plus massif que tout ce que nous pouvons imaginer. Des centaines de milliards de masses solaires fusionnant, émettant tellement d'énergie qu'elles scintillent à travers l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles pendant des milliards d'années. Puis ils continuent à tout dévorer sur leur passage comme si de rien n'était. Mais il s'est clairement passé quelque chose d'énorme. Maintenant, qu'y a-t-il d'autre dans l'univers qui peut entrer en collision et qui est encore plus grand qu'un trou noir? Que diriez-vous d'une galaxie entière? Nous savons qu'il existe des amas galactiques entiers là-haut, comme El Gordo, qui s'entrechoquent avec une violence incroyable. Ce phénomène se produit plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer, et pas très loin de nous, car oui, ça va arriver à notre propre galaxie, la Voie lactée. Dans environ 5 milliards d'années, elle va entrer en collision avec sa voisine, Andromède. Alors, que se passe-t-il quand deux galaxies se percutent? Si le télescope de trou noir ressemble à une bulle de savon qui éclate, observer la collision de deux galaxies revient plutôt à regarder deux fantômes se heurter dans un couloir. Je sais que ça semble fou, mais vous allez voir, c'est une assez bonne métaphore. Les fusions galactiques sont un processus qui prend des milliards d'années, alimenté par la puissance de la gravité. À l'heure actuelle, la gravité attire déjà la Voie lactée et Andromède l'une vers l'autre, même si elles n'entreront pas en contact avant près de 4 milliards d'années. Les deux galaxies sont aspirées l'une vers l'autre à travers des millions d'années-lumière de vide. Puis, un jour, elles finiront par se percuter. Les étoiles seront arrachées de leurs orbites habituelles, déchirées par des forces de marée extrêmes. De la poussière et du gaz seront dispersés partout. Pour la Voie lactée, une grande galaxie spirale barrée comptant plus de 100 milliards d'étoiles, ses longs bras tourbillonnants trembleront et se distendront. Les deux galaxies vont se déformer et se tordre, les forces de la collision déchirant ces spirales vieilles de milliards d'années. Alors qu'elles se rapprochent l'une de l'autre, elles perdront leur forme et finiront par se rentrer dedans, ou plutôt fusionner. Les étoiles seront dispersées et redistribuées dans le corps d'une nouvelle galaxie beaucoup plus grande. Et les trous noirs au centre de ces spirales, vous vous souvenez de Sagittarius A, à un moment donné, ils fusionneront aussi. Bon, même si la situation semble cataclysmique, rappelez-vous quand j'ai dit que c'était plutôt comme regarder deux fantômes se heurter. C'est parce que la plupart des milliards d'étoiles impliquées dans la collision ne se toucheront pas. Il n'y aura pratiquement aucune victime. L'espace est vaste, et même s'il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie, elles sont en moyenne à 5 années-lumière les unes des autres. Ça représente environ 47 000 milliards de kilomètres entre chacune d'elles. Alors, même si la fusion d'1 trillion de boules de plasma incandescent qui se réorganisent en un spectacle grandiose à regarder sur des milliards d'années, c'est en réalité un processus relativement peu destructeur. Il est rare que des étoiles ou des planètes se percutent. Ça arrive parfois, et nous en parlerons dans un instant. Mais la plupart du temps, c'est comme deux fantômes qui se croisent dans un couloir. Vous voyez? Bon. Et si certaines des étoiles ou des planètes géantes de ces galaxies, ou de n'importe quelle galaxie, se heurtaient réellement? Là,
ça devient très intéressant. Parlons d'abord des collisions entre planètes géantes. Les plus grosses planètes sont des géantes gazeuses, comme le poids lourd de notre système solaire, Jupiter. Même si Jupiter est une planète énorme dans laquelle on pourrait faire tenir plus d'1 millier de terres, elle est loin d'être la plus grosse qui existe. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont découvert 2 des planètes géantes gazeuses les plus colossales de l'univers. Et naturellement, nous nous sommes demandé ce qui se passerait si ces 2 mastodontes se rentraient dedans. Si l'on veut continuer avec les métaphores, ce sont les sumotorés de l'espace. Dans ce coin du ring, il y a Roxess 42b, une géante gazeuse extrêmement jeune, qui a à peu près le même diamètre que Jupiter, mais qui est 9 fois plus massive. Et de l'autre côté, TOI 4603b, presque le même rayon, mais avec une masse planétaire de 12,89 Jupiter. Ça fait beaucoup de Jupiter. Cette planète est presque assez massive pour constituer une sorte d'étoile. Mais que se passe-t-il donc lorsqu'elles entrent en collision ? Tout commence assez simplement. Ces 2 titans s'écrasent l'un contre l'autre à des vitesses typiques du système solaire. Ils sont composés d'hélium et d'hydrogène. Ce sont des géantes gazeuses. C'est le plus grand boom de l'histoire. Bien sûr, toutes sortes de gaz et d'hydrogène liquide sont projetés dans l'espace. Mais en bref, ces 2 gigantesques poches de gaz se percutent et fusionnent. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Les 2 corps célestes ne forment plus qu'une seule entité et franchissent le seuil de ce que l'on considère comme une planète. Elles dépassent la limite critique de 13 fois la masse de Jupiter et entrent dans un nouveau territoire. Elles deviennent une naine brune. Plus tout à fait une planète, pas encore une étoile, ces adolescents cosmiques ont une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter. Certains les appellent des étoiles ratées, car elles n'ont pas la masse nécessaire pour déclencher la fusion nucléaire avec l'hydrogène. Mais elles en ont suffisamment pour provoquer la fusion nucléaire avec des atomes de deutérium. Elles ne brillent donc pas vraiment, mais elles génèrent souvent leur propre chaleur et leur propre lueur. Pas d'une lumière visible à l'œil nu, mais d'une lumière infrarouge. Il est possible que si ces naines brunes attirent suffisamment de matière, fusionnent avec 1 ou 2 autres planètes, elles franchissent la barre des 80 masses joviennes et finissent par se transformer en étoiles. Mais dans les instants qui suivent leur télescopage, Roxys et TOI deviennent une naine brune flambant neuve. Bon, en parlant d'étoiles, que se passerait-il si 2 d'entre elles entraient en collision ? Je ne parle pas seulement de petites étoiles qui ont à peine franchi le seuil de la célébrité stellaire, mais plutôt de mégastars, avec un rayonnement digne de Beyoncé. Des étoiles comme BAT 9998, un astre colossal de la nébuleuse de la Tarentule, avec une masse plus de 200 fois supérieure à celle de notre Soleil, et 5 millions de fois plus brillante. Ce truc est ardent, jeune, et dégage une énergie considérable, brûlant sa propre masse. Elle est vouée à devenir une supernova tôt ou tard. Elle est tellement énorme que si nous remplacions notre Soleil par elle, nous deviendrions tous aveugles instantanément. Le rayonnement et le vent solaire détruiraient toute vie sur la planète Terre, évaporeraient les océans et feraient fondre la croûte terrestre, avant que sa gravité ne nous entraîne dans une orbite plongeante et n'engloutisse notre monde entier en quelques jours. Elle est gigantesque. Sa taille est similaire à celle d'Eta Carinae, l'état de la Carène, dans la nébuleuse de l'Homoncule. C'est en fait un système stellaire binaire, mais la grande sœur est Eta Carinae A, une étoile bleue extrêmement lumineuse. Elle est si massive et brûle tellement d'énergie qu'elle détruit la nébuleuse qui l'entoure. C'est la seule étoile connue capable de produire un laser astrophysique ultraviolet. Oui, un laser. Alors, que se passerait-il si ces 2 astres extrêmement énergétiques entraient en collision ? Croyez-moi, ce ne serait pas une danse, ni des fantômes qui se croisent dans un couloir, ni un plop cosmique. Ce serait explosif. Il y a essentiellement 2 scénarios possibles.
Bien sûr, si les étoiles se heurtent à une vitesse suffisamment lente, disons si l'une se glisse contre l'autre, elles fusionneront tranquillement, créant une nouvelle étoile encore plus brillante et plus lumineuse appelée une traînarde bleue, ou Blue Straggler en anglais. Ce qui, soit dit en passant, est un super nom pour un groupe de blues. C'est cadeau. Si vous lancez un groupe de nerdcore space blues appelé Blue Straggler, envoyez-nous une copie de votre album. Nous en ferons la promotion sur notre chaîne. Pour de vrai. Nous soutenons naturellement tout groupe ayant un penchant pour les thèmes spatiaux. Vraiment, contactez-nous. Dans l'univers réel, une traînarde bleue est une étoile bleue extrêmement brillante qui se distingue de ses autres semblables de son amas stellaire voisin. Elle semble jeune car elle regorge de combustible par rapport aux étoiles plus anciennes situées à proximité, qui arrivent à la fin de leur vie et se transforment en géantes rouges. Donc, si ces deux corps célestes titanesques se rentraient dedans tranquillement, ils deviendraient simplement une seule étoile plus grosse, plus brillante et plus bleue. Mais que se passerait-il s'ils ne se contentaient pas de se heurter gentiment? Et si BAT 9998 et Eta Carinae, deux des plus grosses étoiles de l'univers, se retrouvaient dans une collision frontale à pleine vitesse, comme sur l'autoroute? Imaginez, Eta Carinae A fonçant à travers la nébuleuse de la Tarentule dans une course effrénée. Elle se rapproche de BAT 9998, la gravité les attirant l'une vers l'autre à des vitesses vertigineuses. Et quand elles finissent par se percuter, l'impact provoque une explosion cataclysmique si énorme, si dévastatrice, que les deux étoiles sont complètement pulvérisées et anéanties. La puissance du choc projette leurs entrailles, ou, pour être plus précis, leur hydrogène, si loin dans l'espace interstellaire qu'elles ne pourront plus jamais se reformer. Une annihilation totale. Pas de boum, pas de plop, juste un chaos complet et violent qui raille les deux étoiles de la carte céleste. Ça, c'est ce qu'on appelle une collision. Et en parlant d'espace interstellaire et de collision, avez-vous déjà entendu parler de l'objet interstellaire 3I Atlas? Figurez-vous qu'il se trouve actuellement dans notre voisinage cosmique. Vous vous demandez peut-être ce qui se passerait s'il entrait en collision avec la Terre. Eh bien, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»